Lundi, ça fera 1 an. Pour qu'on n'oublie jamais les victimes de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, ce soir, le témoignage des survivants. Moi, j'ai quitté la maison à 7h30. J'étais hésitant en fait de faire la prière à la maison ou d'aller à la mosquée parce que je savais que la prière commençait à 7h30. Mais finalement, je me suis dit, ok, je vais aller à la mosquée, peut-être que je rattraperai une prière. Je suis rentrée à 19h30. Puis là, quand je suis arrivée ici, je vous cache pas, j'avais un sentiment de peur. C'était bizarre. Quand je suis arrivée en haut, il n'y avait personne. Rendue dans la salle de prière, c'est une grande salle. Puis là, je voulais pas ouvrir toutes les lumières, là, j'ai ouvert juste la moitié de la salle. J'entendais les pas derrière moi. Moi, j'étais comme... Je dis, je sais que je suis toute seule. Mais là, j'entendais des pas. Puis là, je me suis tournée. Il y avait sa capuche sur la tête. C'était notre fantôme. Puis il a fait demi-tour. À un moment donné, j'ai entendu des bruits. J'entendais des balles ici. Là, j'ai réalisé qu'il y a quelqu'un. Je courais voir par la fenêtre qu'est-ce qui se passe dehors. Parce que je ne sais pas le son, le bruit, là, d'où ça vient. Puis là, je regardais, puis il n'y avait rien. Puis là, j'ai compris tout de suite, là, le bruit que j'ai entendu, c'est des coups de feu. Il a rentré par la porte, il y a deux portes, donc il a rentré par la porte, là. Je suis rentré à la mosquée vers 8h moins 5 à peu près. À ce moment-là, j'ai passé derrière le tueur. Il était de dos. Il était de dos, je ne voyais pas son arme. Là, j'étais caché ici. En même temps, ça ne me cache pas complètement. Alors, j'ai pris une décision de me diriger vers le mihrab. Et la première chose que j'ai pensé à mon fils. J'ai dit, ah, lui, il a sa mère, donc il est correct. En ce moment-là, il a tiré 2 coups de feu au plafond. Tout de suite, j'ai réalisé que c'était la même personne derrière laquelle j'ai passé, et puis j'ai réalisé que c'était un attentat, tout de suite. Mais les faits qu'il y avait beaucoup de monde, donc c'est comme j'ai pas trouvé de place. Alors j'ai un bikini, donc j'étais caché comme ça. J'ai pris tout de suite mon téléphone, puis j'ai contacté 911, tout de suite. Le policier, lui-même, là, il paniquait, il dit « Ok, madame, c'est où ça? C'est quelle adresse? » Moi, je connais même pas l'adresse. En ce moment-là, le réflexe que j'ai eu, c'est de rentrer, de pouvoir faire quelque chose. De rentrer au lieu de sortir. Il a visé, il s'est concentré sur moi, en fait. Je pense que j'ai eu probablement 4 ou 3 balles en ce moment-là, et là, je suis tombé. C'est là que j'ai reçu une balle. Tu as été touché à quel endroit? Ouais, ici. L'épaule gauche. Et là, j'attendais d'autres balles parce qu'il y a d'autres balles qui arrivaient. Là. Et là, j'ai dit, oh, ça va arriver dans la tête. Là. De plus en plus, il tire plus. Une balle derrière une autre, une balle derrière une autre. Ils m'ont dit qu'il a chargé et puis qu'il a retourné, qu'il t'a tiré. Tu étais par terre, il t'a tiré encore des coups de feu. Directement, de proche. Il y avait une personne qui me tenait en arrière, qui me disait « Ayman, reste avec nous. Ayman, reste avec nous. Ne ferme pas tes yeux. Ne ferme pas tes yeux. » Et moi, je faisais comme ça. Je me suis réveillé, je faisais comme ça. Quand j'ai vu l'uniforme de policier, en ce moment-là, j'ai perdu connaissance.
je me suis comme rassuré que c'était la police. J'ai perdu connaissance, mais c'était une perte de connaissance avant la mort, en fait. Parce que pour moi, c'était fini. Il y avait un blessé ici, un mort là. Le frère Ayman qui a reçu cette variété là. Le fait de voir les morts par terre, puis les hommes à côté qui pleuraient, puis moi je cherchais Kamel. J'étais comme une folle. Je m'excuse. Ils ont commencé à sortir les gens qui étaient blessés. Donc moi, j'étais le deuxième qui quittait les lieux. Je suis arrivé à l'hôpital, ma femme m'a dit que vraiment j'ai une grande transfusion sanguine, puis beaucoup d'opérations. Et j'étais en perte de connaissance 2 mois. 2 mois, j'étais en coma artificiel. Les policiers, en arrivant sur place, ont constaté qu'il y avait plusieurs victimes, dont des gens qui sont décédés. Donc, on confirme les décès. Je ne confirmerai pas le nombre de décès pour l'instant. J'ai 4 enfants, ils sont nés ici, là, ils sont mariés ici, ils ont des enfants ici. Vous pensez que le Québec, c'était la sécurité pour vous? Ben, là, il n'y a plus de sécurité. Si ça continue comme ça, il n'y aura pas de sécurité. On ne se sent plus en sécurité. Ici à Québec, là, on a une fusillade, là. Ici à Québec, une fusillade, des personnes mortes, ici à Québec. Moi, je travaillais. Mon téléphone sonnait. Mon père était là-bas. C'est ma soeur qui était au téléphone. Elle disait, papa, il est là. On n'est pas capable de le rejoindre. Il n'a pas son téléphone. Il devait être rendu minuit quand on est finalement arrivé à la cellule de crise. Puis c'est à partir de ce moment-là que l'attente a commencé. Puis là, l'attente. On attend. Une des personnes qui était là, c'était un de nos voisins, qui est un ami très proche à mon père. Il me voit, puis ils font en larmes un peu. Puis il me prend dans ses bras, puis il me dit ils ont frappé ton père. Moi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me douter que mon père était décédé, il n'avait pas survécu. Je sais pas de quelle façon ça l'a fuité, mais à ce moment-là, le téléphone chez nous commençait à sonner. Puis là, c'était des équipes de journalistes qui appelaient pour nous demander nos commentaires et nos réactions par rapport au décès de mon père. Puis on n'avait pas eu de confirmation de quoi que ce soit. Ça a été... C'est comme rajouter l'insulte à l'injure. Là. Quand le téléphone a fini par sonner, c'était pas une bonne nouvelle. Et... je sais pas comment l'illustrer d'autre qu'un tremblement de terre ou, en fait, non, un glissement de terrain. Le sol s'ouvre en dessous de toi, puis tu te fais juste tomber. C'est...
selon le rapport médical, j'ai reçu 7 balles. J'ai une paralysie qui commence au niveau de la vertèbre C8. Donc je suis capable de bouger uniquement ma tête et mes bras. Elle avait le choix, la décision de me débrancher en fait, au début. Mais le médecin il m'a dit que si j'allais survivre, j'allais survivre sans mémoire et sans aucun membre qui bouge. Puis que je ne vais pas moi-même accepter de vivre une vie comme ça et que ce serait un fardeau énorme pour elle. Elle tenait à ce que je sois maintenu en fait en réanimation. J'ai des douleurs neuropathiques constantes. C'est à cause surtout de la balle que j'ai reçue au niveau de mon bras et à cause de l'atteinte du nerf. Donc il y a toujours cette douleur. C'est au niveau du cerveau, en fait, c'est une douleur qu'on appelle fantôme. Je te donne le principal. Je te coupe. Oui, super. Je vais chauffer, là. Je prends toujours les narcotiques. Les douleurs, c'est chaque jour. C'est tout le temps. Monsieur Akjou? Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Vous aussi? Oui, merci. Comment ça se passe? Ça va. Ça va bien? Oui, ça va. L'épaule, pas eu trop de douleur cette semaine? Non, pas trop. OK. Au travail, ça a bien été aussi? Au travail, c'est plus difficile? Oui, c'est ça. OK. Lorsque je me suis réveillé de l'opération, là, j'ai réalisé à quel point que mon bras, je ne peux pas le bouger du tout. Je me voyais diminué, vulnérable aussi. Voilà, changez votre chemise. Au premier temps, oui, il y avait le dîner, il y avait des réactions, il y avait la colère aussi. Ça va quand vous me le dites. Merci. C'est le pire, ça va? J'étais encore fâché. Ça prend un peu de temps au début pour que je m'adapte avec l'équipe. Alors, dans votre quotidien, à la maison ou même au travail, n'ayez pas peur de l'utiliser aussi pour reprendre cette assurance-là là, qui a probablement été perdue un petit peu en chemin. Cette blessure-là, tu la traînes avec toi depuis maintenant presque 1 an. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Cette cicatrice, pour moi, c'est mon tatouage. Je dirais c'est un tatouage. En même temps, lorsque je le vois, je vois tous les martyrs qui ont tombé ce soir-là. Et je vois aussi tous les blessés. Ceux qui ont encaissé plusieurs balles, je le vois. Je le vois chaque fois que je me déshabille, je le vois chaque fois que je regarde un miroir. Elle est là pour me rappeler. Je sais que je ne veux pas oublier, et je ne veux pas oublier, je ne peux pas oublier, mais elle est là pour me rappeler toujours qu'il y a un drame qui s'est passé à Québec. Il ne faut jamais oublier ça. C'est très difficile de se dire que ça se peut que ça arrive dans notre cours, t'sais. Mais le 29 janvier dernier, c'est arrivé chez nous. Je suis né à Sherbrooke. Je suis d'origine algérienne. Très jeune, à 3 mois, 4 mois, on est reparti. Puis, en 1994, il y a eu un attentat dans une université, où mon père travaillait. Il a vu de ses collègues tomber aux mains d'un tireur.
On est en 94, on est en Algérie, c'est 7500 km d'ici, tu sais. Puis mes parents se sont dit non, c'est pas ça la vie qu'on veut offrir à nos enfants. Fait qu'ils se sont expatriés. Le 29 janvier 2017, mon père tombe aux mains d'un tireur à Québec, à Sainte-Foy. C'est... L'ironie de ça est tellement énorme que ça en est quasiment... Ça en est grotesque. On est parti exactement pour ça, puis on est venu trouver ça ici. Ça m'a permis à moi, puis ça a permis à beaucoup de gens de se rendre compte qu'il y a clairement un problème, il y a clairement un trouble identitaire profond. Tu sais, de lire en bas d'un article qui parle des peines possibles qui peuvent être encourues par l'accusé, de lire « D'après moi, il n'a pas tué assez ». J'aurais pas cru lire ça ou entendre ça ici. Seulement, peux-tu m'expliquer pourquoi tu as accepté de témoigner, mais seulement à visage couvert? C'est que je veux pas être affichée. Parce que le fait d'être affichée, je trouve que ma peur devient de plus en plus... Ça augmente de plus en plus. T'as peur des gens maintenant? Ben oui, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Avant, je peux sortir là, dans la rue, le noir, le soir, là, maintenant, ça m'arrive là, de dire, je vais aller prendre de l'air, mettons, le soir, 10 heures du soir. J'ai jamais eu peur. Mais là, c'est plus comme avant. C'est fini, là. Avant, je pourrais prier dans mon salon, les fenêtres, là, des grandes fenêtres qui sont ouvertes, puis je m'en fous. Même si les gens qui passent, ils me voient prier, j'ai jamais eu peur. Puis là, depuis, je m'assure de fermer la lumière ou de ne pas prier devant les fenêtres. C'est plus comme avant. Quelques mois avant le drame, malheureusement, on a eu la visite d'un groupe d'extrême droite sous forme de visite d'intimidation pour nous faire comprendre que nous n'étions pas chez nous. C'est allé jusqu'à déposer une tête de porc dans une mosquée, c'est allé jusqu'à taguer avec des croix gammées d'autres mosquées, ça allait jusqu'à casser des vitres. C'est des signes qui pourraient tromper personne, que ça allait arriver. Beaucoup de gens qui m'ont dit après, c'est une scène que comme si je l'avais imaginé dans ta tête à chaque fois. Quelqu'un rentrait dans une mosquée avec la porte derrière. Les gens, ils imaginaient qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait rentrer avec une kalachnikov, avec quelque chose en fait qui allait tirer sur tout le monde. Et beaucoup de gens m'ont dit ça. Et le problème, c'est que personne n'a réagi. جاء من يوزع الموت ببرودة أحدث بعض الدمار ظن أن رصاصاته ستبيد. Moi je peux écrire sur tout, mais dernièrement j'écris sur l'événement moi 3 reprises. Ça c'est le 24 mars 2017. Donc pas longtemps après. Non. قصيدة 29 من يناير طلقات مكتومة بالخارج. Je parle un peu de ce qui s'est passé ce soir-là. Il est venu quelqu'un qui distribuait la mort avec un froid. Il a causé quelques dégâts. Il a pensé que ces balles vont éliminer la vie. Il a retourné, rebrossé chemin en se cachant de la peur et de la honte. On va y aller à un autre poème, le mois de juillet 2016, c'est-à-dire avant l'attentat. De quoi je parlais? Je parlais de la beauté, il y a beaucoup d'eau à Québec, des fleurs, aussi le ciel qui est bleu avec quelques nuages. Un enfant, tu vois, on n'est pas dans le même contexte. T'es un jeune garçon
Comment ça s'est passé avec lui? Comment on fait pour expliquer ça à un enfant? Mais je pense que ça lui est rentré dedans, entre parenthèses. Il a développé beaucoup de phobies, des peurs, au point qu'il y a des fois qu'il vérifie ma respiration, si je respire encore. Et parfois, il se lève la nuit pour me chercher si je suis encore là. Excellent. On est rendu à l'allonger. Super. On en refait un autre petit shot. Super. On retasse la jambe droite. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est pas facile. Du jour au lendemain, on est confronté à avoir tout le poids du corps sur les bras. Sur des bras qui sont déjà en partant très faibles, avec des muscles affaiblis par l'hospitalisation. On donne des coups de poing sur le ballon, puis on reprend notre équilibre. Et ça, on prend l'équilibre. Super. Une tétraplégie reste une tétraplégie aussi. Hein. Le monde change drastique, tu n'as plus ta même relation au niveau du couple, de la famille, du travail. Tu perds un peu tous tes points de repère, puis il faut se reconstruire. Fait que c'est sûr que ces gens-là ont un courage immense, là. Allez, fort, plus que ça. Non, on l'a manqué. On recommence. Allez, penche la tête, va toucher par terre, Ça, c'est beau. Ça, c'est excellent. Même si j'étais gravement blessé, j'aurais la honte toute ma vie si j'aurais pensé à me fuir et laisser les autres. ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم. Ma vie, elle est partagée en 3 parties. Mon travail, ma famille et ma mosquée. Je suis imam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. J'étais sur la limite d'un point de rupture avec cette société. Je ne pouvais pas concevoir que je pouvais continuer à vivre dans un pays où on commence à lever des armes les uns contre les autres. Dans un monde gangréné par l'intolérance, par la violence, par la montée des extrémismes de tous bords. Ce que je constate malheureusement, c'est qu'il y a eu plusieurs incidents qui ont été rapportés et qui sont extrêmement alarmants, qui étaient à l'époque alarmants, qui ont abouti malheureusement à ce drame de janvier 2017, bien qu'il soit très difficile de faire le lien de cause à effet. Mais toujours est-il, il faut que tout le monde fasse son propre examen de conscience dans ce pays. Ce soir au téléjournal, une mosquée du Saguenay aspergée de sang de porc. Est-ce un premier dérapage dans le débat sur la Charte des valeurs québécoises? Le débat autour de la religion, la laïcité ou les accommodements raisonnables est tout... Bien avant l'attentat du 29 janvier, les événements à caractère islamophobe ont commencé à défrayer la manchette. Dès 2013, en plein cœur d'un débat sur la laïcité, les tensions sont palpables dans plusieurs villes du Québec. La profanation de la mosquée de Saguenay il y a 2 semaines, cette jeune femme qui aurait été congédiée pour avoir porté le voile, et puis maintenant une famille musulmane qui se serait fait injurier et cracher au visage en plein centre commercial à Québec. La Charte des valeurs n'est jamais adoptée, mais les tensions, elles, persistent. L'immigration devient un sujet particulièrement sensible. Non aux islamistes! C'est dans ce contexte qu'un groupe identitaire voit le jour, la Meute. Dans les mois qui vont suivre, la Meute et d'autres groupes semblables seront de plus en plus actifs pour défendre leur point de vue sur l'immigration. À l'été 2016, le Centre culturel islamique de Québec est ciblé directement par des gestes dont les auteurs restent inconnus. L'un des fidèles a eu toute une surprise en découvrant une tête de porc dans un emballage cadeau devant les portes du Centre culturel. Puis vient le 29 janvier 2017, un sommet de violence jusque-là impensable.
honte à certaines masses médias qui ont amplifié la haine. Depuis l'apparition de la charte, l'agression à cette communauté, elle est en escalade permanente. C'est à ce moment qu'un vieux débat revient à l'ordre du jour à Québec. Il n'existe aucun cimetière où enterrer les citoyens musulmans dans la capitale. Et les musulmans de la région de Québec auront finalement leur cimetière. Ils ont voté en faveur de l'achat d'un terrain à Saint-Apollinaire sur la Rive-Sud. Mais la controverse éclate. Des résidents de la petite municipalité s'opposent au projet qui finit par être rejeté lors d'un référendum. Un autre coup dur pour les musulmans. Tout le monde nous a offert son aide, son soutien, etc., etc. Mais quand on arrive aux réalités, on ne voit pas les faits. J'ai dit à Bouffalja, on a une offre à vous faire. Peu de temps après, la Ville de Québec annonce la vente d'un terrain pour y implanter un cimetière musulman. Sincèrement, de la difficulté à retenir mes émotions quand vous avez fait l'annonce officielle. Mais la bonne nouvelle sera vite assombrie par un autre drame. Un incendie criminel, peut-être un geste haineux, donc, les enquêteurs le diront, a réduit en cendres la voiture de Mohamed Labidi. De toute cette spirale de xénophobie, personne n'est vraiment ressorti indemne. C'est un échec collectif. C'est un échec que tout le monde, mais absolument tout le monde, dans notre société québécoise, doit assumer. C'est au moment où les ponts s'écroulent, où les choses vont mal, où on a plus besoin de gens qui vont continuer à être ce trait d'union entre les communautés. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien après les efforts de la semaine au centre de l'adaptation. Donc je me repose. C'est un repos psychologiquement. Ça me fait du bien d'être avec les enfants. Oui, rentre. J'ai 3 enfants. Ayoub, il a 9 ans. Mon fils Youssouf, il a 5 ans. Ma petite fille, elle a 22 mois. Elle s'appelle Mariam. Mon fils Youssouf a été diagnostiqué autiste à 1 degré sévère. Il a besoin tout le temps d'une surveillance. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas me décoller de ma chaise Je dois tout le temps appeler ma femme. Quand il est juste à côté de moi, je ne peux pas l'empêcher de faire une gaffe. C'est difficile, mais c'est la vie. Ayoub aime beaucoup jouer au soccer. Ça me fait la peine de ne plus pouvoir jouer avec lui au soccer comme avant. Parce que lui, il ne veut pas accepter ça. Moi, je me dis... toujours à Ayoub, on garde l'espoir dans la vie. Si on n'a pas quelque chose, on a d'autres choses. On peut gagner d'autres choses. On perd des choses, mais on peut gagner. Moi, j'ai perdu ma condition physique, mais j'ai gagné la solidarité, j'ai gagné l'entraide, j'ai gagné beaucoup de liens avec mes amis. Je suis préposé bénéficiaire, ça fait à peu près 10 ans que je fais ce métier. Ça va remonter. Après l'acte, moi, ce que j'ai réalisé, des choses que je ne réalisais pas avant, c'est comment les gens témoignent leur amour, leur sépare. Voilà. Une fois arrivé en casier pour me changer, pour me mettre en uniforme de travail, j'ai trouvé un cœur sur mon casier, de couleur bleue. Donc, bleu, ça peut signifier la vie, ça peut signifier l'oxygène, ça peut signifier plein de choses. Donc, ça a fait ma journée. Il est encore là. Donc, si on regarde ici... Un nivellement tragique comme ça, avec tout le ravage qu'il a fait, avec toutes les victimes qu'il a fait, il y a des gens qui viennent aller chercher le positif là-dedans.
Et un des points positifs, c'est ça, c'est que les gens s'en rendaient compte qu'il y a des musulmans ici, il faudrait aller les voir. Madame Lapierre, bonjour. Je vous porte votre collation. Vous portez un lait, un yogourt, plus un fromage. C'est mon rayon de soleil. Le sourire qu'il a. Le sourire, il est toujours souriant. Il est comme moi. Mais quand j'ai vu ça à la TV, c'était épouvantable, ça. C'était affreux. Et puis là, ben, quand j'ai vu ça, ben, j'ai prié pour lui, que ça y aille mieux. Puis là, aujourd'hui, il est ici. Vous savez évidemment que ça y est des musulmans. Oui. Il y a un autre Jésus. Hein, autrement que nous autres. Il prie, mais autrement que moi. Madame Lapierre a dit qu'elle a beaucoup prié pour toi. Elle prie pas le même Dieu que toi. Mais moi, je pense que c'est le même. Je pense que c'est le même. Tu penses qu'elle prie le même Dieu que toi? C'est ça. Donc les prières... C'est ça, elles vont à la même adresse. Salam alaikum. C'est comme si je suis né ici. C'est une deuxième vie, c'est une deuxième chance. C'est des images qui me reviennent presque partout. Encore une fois, ici, encore sont très présentes. Mais c'est pas juste le négatif qui sort, il y a aussi le positif qui sort. Je pense que l'événement m'a pas changé, mais c'est comme une alerte, ou bien une alarme pour dire là, tu as une mission à faire, tu as un devoir à faire, il y a des choses à corriger. Donc c'est le moment. J'ai pas envie parce que je suis algérien d'origine, que toutes mes aspirations soient coupées. Tu sais. Mes enfants vont porter le nom de mon père. J'ai pas envie que parce que leur nom c'est Belkacemi, leur vie soit plus difficile. Mon père n'aurait pas voulu que je m'apitoie, tu sais, puis que je sois cette personne-là qui fait juste se plaindre, puis qui cherche la pitié, puis les accolades. Tu sais, non. Ça, c'est arrivé, puis je vais tout faire en sorte pour que mon père ne soit pas décédé en vain. Puis si pour ça, il faut que j'aille parler dans les écoles à des jeunes pour faire en sorte qu'ils puissent avoir quelqu'un à qui parler, je vais le faire. Je dis souvent que si ce gars-là me connaissait, si on s'était rencontrés, si on avait pu se parler, ça serait jamais arrivé. Ça serait jamais arrivé. Je suis sûr et certain de ça. La première fois que je suis retourné le voir jouer au soccer, en fait, c'était un samedi. Puis, bon, c'était vraiment très émouvant pour moi. C'était une surprise pour lui, il était content. Puis je le voyais parler avec le coach, lui montrer « Papa, il est là, papa, il est là ». Il était content, nous aussi, moi j'étais très content de le voir jouer. C'est un réconfort pour moi, ça fait du bien. Petit à petit, j'essaie de retourner à ma vie, à mon rôle de père.
Au début, je ne savais même pas comment tenir le bâton. Saïd, il fait partie de la gang et c'est un boys comme les autres. Là. Ça lui permet aussi, je pense, de dire, c'est pas tout le monde qui veut pas intégrer des gens qui viennent d'ailleurs. Puis c'est la preuve un peu ici, là. Je veux que tu me parles de ton retour au jeu. Surtout, comment tu as été accueilli? J'étais accueilli comme un héros, là. On dirait un grand joueur de hockey, là. Ils m'ont expliqué ça veut dire respect, là. Ouais. Donc, ça m'a touché beaucoup, là. J'avais des larmes aux yeux, là. Moi, je trouve jouer au hockey, c'est comme s'intégrer à la société. Je m'engage à condamner toute remarque raciste, islamophobe, aussi banale puisse-t-elle sembler. Je m'engage à ne pas rester silencieuse devant tout propos haineux. C'est signé d'une Québécoise, tout comme toi. Je m'engage à être plus alerte envers toute forme de discrimination. Je n'ai pas envie d'être témoin de gestes aussi horribles. C'est le mouvement Lettre à toi, où un organisme a invité la population de Québec et de la province de Québec en général à envoyer des lettres à la communauté musulmane et aux personnes qui ont été touchées de près. Dans ces lettres-là, ce que je voyais, dans celles que j'ai lues, il y avait un thème qui revenait souvent, le fait qu'on ne se connaissait pas, mais qu'on pouvait être amis finalement, qu'il faudrait apprendre à se connaître. Il y a quelque chose qui est arrivé. C'est grave, ce qui est arrivé. Il y a un gros filet qui s'est cassé, qui s'est déchiré. Puis ça, faut le reconnaître. Puis il faut que les gens de Québec le reconnaissent. Puis il faut qu'ensemble, on décide, en fait, de le retisser, puis d'aller de l'avant. Ça va pas se faire tout seul, puis ça va certainement pas se faire... C'est pas des résolutions au niveau politique qui vont changer quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est les gens. C'est notre devoir à nous, c'est à nous de faire en sorte que justement que ces ponts-là se construisent puis qu'ils s'entretiennent surtout. Le 29 janvier 2017, c'est aussi l'histoire de ceux qui ne sont pas restés les bras croisés devant l'horreur. Dès le lendemain du drame, des milliers de personnes marchent dans les rues autour de la Grande Mosquée pour dire non à la haine. Quelques jours plus tard, l'Église catholique décide de célébrer une messe en hommage à ceux qui ont péri. Une semaine après l'attentat, 700 citoyens de Québec marchent à nouveau tous ensemble en signe de solidarité avec les victimes. À la fin février, on tient un grand spectacle pour célébrer la diversité culturelle. L'Église anglicane de Québec met aussi la main à la pâte. À l'automne, le doyen invite les musulmans dans sa cathédrale juste pour apprendre à se connaître le temps d'une soirée. Les plus belles initiatives ne ramèneront jamais les vies fauchées le 29 janvier 2017, mais elles sont le reflet d'une prise de conscience qui s'est faite après cette prière où tout a basculé. Le lendemain des attentats, là, de voir du monde qui bougeait pour nous, ça m'a touchée vraiment. Il y a des gens qui nous regardent à travers, il y a les gens qui sont racistes, mais on ne savait pas qu'il y a d'autres là qui tiennent à nous. Puis là, ce jour-là, justement, le peuple ici, là, le Québec nous a montré que, oui, il y a des gens qui tiennent à nous. Je continue à rêver que je vais avoir un Québec dans quelques décennies, un Québec apaisé, un Québec prospère, un Québec où tout le monde peut vivre. C'est sûr que j'ai été blessé ici.
mais en même temps, j'ai été sauvé par du monde ici. Ça renforce le lien que j'ai envers la ville de Québec. La vie reprend, puis c'est ça, j'essaierai de trouver d'autres activités, d'autres choses que je pourrais faire avec ma condition. Moi, ce que je souhaite, c'est que le 29 janvier 2017 reste gravé dans la mémoire collective québécoise. Puis qu'on se souvienne, puis qu'on se dise plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je ne sais pas, est-ce que ça prend toujours un drame pour que les gens se rendent compte de quelque chose, là, mais ça doit prendre du temps, mais ça doit amener quelque chose de meilleur. Vous êtes probablement aussi émus que nous, alors on prend une petite pause et tout de suite après, on en discute avec l'équipe qui a produit ce reportage. Restez avec nous. On est de retour en enquête avec la réalisatrice Catherine Leblanc, le journaliste Alexandre Duval. Pour faire ce reportage-là, vous avez dû entrer dans la vie des gens qui avaient été vraiment durement touchés par l'attentat à la Grande Mosquée. Et ça n'a pas dû être facile d'obtenir les témoignages. C'est sûr que de convaincre des gens qui vivent avec les séquelles de cet attentat-là, de témoigner à la caméra, de se montrer dans toute leur vulnérabilité, ça n'a pas été une mince tâche. Et je vous le cacherai pas, on a essuyé des refus, entre autres avec les femmes des défunts. Mais un premier anniversaire d'un événement dramatique comme ça tend à réactiver les traumatismes chez les victimes. Alors il faut un peu savoir se mettre à leur place. Et les gens avaient peur de témoigner. Il y avait toujours la crainte d'être victimes de gestes haineux commis envers eux si leur visage était reconnu. Il faut dire aussi que la communauté musulmane de Québec, ceux qui fréquentent la Grande Mosquée de Québec, est tissée très serrée. Donc, il a fallu souvent convaincre plusieurs personnes pour atteindre une seule personne qu'on a rencontrée dans notre reportage. Merci d'avoir recueilli ces témoignages qui étaient absolument exceptionnels. Merci à ceux qui ont accepté de se confier. On espère que vous avez apprécié l'émission de cette semaine, une émission assez spéciale. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête. Crédible, vérifiée, pertinente. Toute l'information est à votre portée à Radio-Canada.